La porte claqua. Je restai seule, sur le dos, dans la demi-obscurité de ma cellule. Grâce aux nombreux artifices auxquels je m'étais entraînée durant mes séances de camisole, je réussis, en me tortillant sur place, à avancer pouce par pouce jusqu'à ce que le bord de la semelle de mon soulier droit touchât le seuil de la cellule. J'en éprouvais une indicible allégresse. Je n'étais déjà plus tout à fait seule. Je pouvais causer avec Morel et Oppenheimer. Mais le directeur, Atherton, avait sans doute donné des ordres sévères aux gardiens. Car malgré mes appels à l'adresse de Morel pour lui annoncer mon intention de tenter la fameuse expérience, je n'obtins de lui aucune réponse. On l'empêcha de me parler. Je ne reçus quant à moi que des injures de la part des gardiens. J'étais dans ma camisole pour 10 jours, au-delà de toute menace et de tout châtiment. La sérénité de mon esprit, je m'en souviens, était complète à cette heure. Elle planait sur les souffrances de mon corps, passivement supportées. Et cette sérénité n'allait pas dans une exaltation vers le rêve qui atteignait son paroxysme. Je me sentais en excellente forme pour risquer la grande épreuve. Je commençais à concentrer vers elle toutes mes pensées. En dépit des picotements que par suite de l'arrêt de la circulation je sentais dans tout mon corps et de l'engourdissement qui en résultait, je dirigeais ma volonté vers l'orteil de mon pied droit. Je voulus sa mort. Une mort qui ne vint pas de lui-même, mais de la seule volonté émanant de moi qui lui commandait, ce qui était complètement différent. Et il mourut. Ce fut un combat difficile, Morel m'avait prévenu, mais pas une once de doute ne venait balancer ma foi. Je savais que cet orteil allait mourir par ma volonté, et je sus quand il était mort. Ce point acquis, le reste, comme me l'avait dit Morel, fut aisé. L'opération fut lente, je le reconnais, mais l'un après l'autre, mes 10 doigts de pied cessèrent d'exister. Puis membre par membre, jointure par jointure, la mort progressive continua. Elle monta d'abord des doigts jusqu'au cou de pied, puis jusqu'aux jambes et aux genoux. La fixité de ma pensée et sa parfaite exaltation étaient telles que je ne connus même pas la joie de mon succès. Une seule préoccupation me tenait. J'ordonnais à mon corps de mourir et il obéissait. Je m'adonnais à ma tâche avec tout le soin que met un maçon à empiler ses briques. Et cette tâche, qui m'absorbait tout entier, me paraissait aussi naturelle que la sienne doit le paraître au maçon. Au bout d'une heure, la mort avait atteint mes hanches et je continuais à lui ordonner de poursuivre son ascension. Lorsqu'elle eut gagné le niveau du cœur, mon être conscient commença à s'obscurcir et fut pris de vertige. Craignant qu'il ne s'égarât complètement, je tournai ma volonté vers mes doigts et mon cerveau s'éclaircit de nouveau. Sur mon ordre, la mort envahit mes mains, mes bras, mes épaules. Ce dernier stade s'accomplit très rapidement. Il n'y avait alors plus de vivant dans mon corps que ma tête et une petite partie de ma poitrine. Le fracas de mon cœur s'était éteint et les coups précipités qu'il frappait avaient cessé. Il battait, faible, mais régulier. Si j'avais, en un tel moment, souhaité quelque bonheur, je l'aurais découvert dans l'arrêt de mes sensations physiques. Sur ce point, mon aventure diffère de celle de Morel. Par l'action de ma volonté qui continuait à s'exercer automatiquement, je commençais à me trouver dans cet état de langueur mal défini, qui était à la frontière entre sommeil et veille. Il me semblait également que mon cerveau se dilatait de façon prodigieuse dans ma boîte crânienne, laquelle n'augmentait pas pour autant de volume. Par moments, j'avais devant les yeux des éclats de lumière et des éclairs, comme si moi, qui restais pourtant maître de la situation, je mourrais pour ressusciter l'instant d'après, tandis que l'occupant de la prison de chair dans laquelle je me trouvais était en train de mourir. Mais ce qui m'intriguait le plus, c'était cette dilatation de mon cerveau. Sans pouvoir dépasser les limites de mon crâne, il me donnait l'impression néanmoins que son volume devenait plus grand que son logement et continuait à grandir. Simultanément, se produisait l'une des sensations les plus extraordinaires, l'une des expériences les plus étonnantes qu'il m'ait été donné d'endurer. Le temps et l'espace, dans la mesure où ils constituaient la matière de ma conscience, se déployaient autour de moi de façon presque illimitée. J'avais les yeux fermés et cependant, je prenais conscience du fait que les murs de ma cellule reculaient jusqu'à former une vaste salle. Tandis que j'y pensais, je sentais bien qu'ils ne cessaient de reculer. Je songeais durant une seconde que, si les murs de la prison avaient fait de même, ils auraient dû déborder, bien au-delà de San Quentin,
et se prolonger d'un côté jusqu'à l'océan Pacifique, de l'autre côté jusqu'au désert du Nevada. Je me disais aussi que, si la matière pouvait pénétrer la matière, les murs de ma cellule pouvaient tout aussi bien pénétrer les murs de la prison, les dépasser, mettre ainsi ma cellule en dehors de la prison et me rendre la liberté. Je savais naturellement que tout cela n'était que pure chimère et je ne m'y attardais pas, outre mesure. L'extension du temps n'était pas moins remarquable. Mon cœur ne battait qu'à intervalles espacés. La fantaisie me prit de compter les secondes entre chaque battement. Je le fis avec sûreté et précision tout d'abord, et relevé jusqu'à 100 secondes par intervalle. Puis il me parut que cette durée s'allongeait, démesurément, si bien que je me fatiguai de ce calcul. Dans ce demi-rêve où j'étais, un problème imprévu surgit. Morel m'avait bien dit qu'il avait gagné la liberté de l'esprit en tuant son corps. Or mon corps était mort, dans sa quasi-totalité, et j'avais la certitude qu'une dernière concentration de ma volonté sur les parties encore vivantes achèverait de le faire mourir. Mais sur un point, Ed Morel ne m'avait pas éclairé. Après avoir fini avec mon torse, me fallait-il pousser l'opération jusqu'à ma tête ? Si oui, le divorce ne serait-il pas complet et à jamais inéluctable entre Darrell Standing et sa forme matérielle ? Je commençai par la dernière portion de ma poitrine et par le cœur. Bander ainsi ma volonté m'apporta aussitôt sa récompense. Le cœur cessa de battre, ou du moins, je ne le sentis plus battre. Je ne fus plus qu'un pur esprit, une âme, une conscience. Appelez cela comme vous voudrez, cette chose sans nom, ayant son siège dans un cerveau nébuleux qui occupait toujours le centre de mon crâne, mais qui continuait à s'élargir et à s'étendre au-delà. Alors, arriva l'instant où, avec des éclairs de lumière dans les yeux, je me détachai de la terre et partis. D'un seul bond, je me trouvai avoir dépassé le toit de la prison, le ciel de Californie, et je fus au milieu des étoiles. Je dis bien des étoiles. Je marchais parmi elles. J'étais un enfant, vêtu d'une robe de tissu léger, au ton frais et délicat, qui brillait doucement à la froide clarté des étoiles. Cette robe était à la fois une réminiscence que celle qu'en mon enfance j'avais vue aux écuyères de cirque et de la représentation qu'on m'avait inculquée du costume des anges. Ainsi vêtue, je fouillais l'espace interstellaire, électrisée par l'idée que j'étais partie pour une immense aventure qui, au bout du compte, me découvrirait tous les aspects du cosmos céleste et éclaircirait pour moi le mystère suprême de l'univers. Dans ma main, je tenais une longue baguette de cristal et j'avais la claire notion intérieure que j'en devais toucher chaque étoile que je longeais. Et avec une certitude tout aussi grande, j'étais convaincue que, si je manquais d'en toucher une seule, je serais soudain précipitée dans l'abîme insondable des châtiments terribles et des peines éternelles. Longtemps, je marchais ainsi parmi les étoiles. Quand je dis longtemps, vous ne devez pas perdre de vue l'énorme dilatation à laquelle était soumis le temps dans mon cerveau. Il me sembla que j'errais durant des siècles dans l'espace, l'œil alerté et ma main en baguette, frappant, sans en manquer un, tous les astres que je rencontrais sur ma route. La voie céleste devenait de plus en plus resplendissante, et je voyais s'approcher le but enivrant de l'infini savoir. Ma personnalité propre ne s'était pas altérée. Je n'ignorais pas que c'était moi, Darrell Standing, qui cheminait ainsi au milieu des étoiles, une baguette de cristal en main. Et je me rendais compte aussi que je vivais en plein irréel, que le rêve où je m'égarais n'était qu'un risible débordement de mon imagination, semblable aux extravagances que procurent certaines drogues, le délire ou parfois même le sommeil. Soudain, alors que tout allait allègrement pour moi, l'extrémité de ma baguette manqua une étoile, que, de ce fait, je ne touchais pas. Je compris aussitôt qu'une catastrophe était proche. J'entendis retentir un coup, impérieux comme celui d'un sabot de fer du destin, et dont l'écho se répercuta dans tout l'univers stellaire. Et c'était moi qui faisais ce coup. Alors tout le système astral fit explosion, et vacillant sur sa base, tomba en flammes. Je sentis une souffrance atroce qui me déchirait. L'instant d'après, je n'étais plus que Darrell Standing, le condamné à perpétuité, gisant sur le sol de sa cellule dans sa camisole de force.